Merci de l'invitation pour commencer, hein, à toute l'union des CAUE, parce que c'est formidable de pouvoir partager des croisées des regards sur cette question qui est très importante. Et alors, pour commencer, peut-être une toute petite présentation de notre agence d'ingénierie, c'est qu'on est un bureau d'ingénieurs dans lequel on croise c'est-à-dire que on est autant ingénieur structure qu'ingénieur en thermique dans l'agence, et ça nous permet de considérer le bâti dans avec ce regard croisé sur son aspect comportement énergétique d'un côté et son aspect constructif et structurel de l'autre, parce qu'évidemment, dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on attache une importance à la question du bâti, et elle est au centre de toutes ces problématiques de manière croisée. Alors, notre approche, je vais la résumer d'une manière assez courte et dense, hein, je m'excuse parce que le temps est compté, mais à travers deux petites études de cas. La première, c'est donc la tour Raspail à Ivry, et puis après, je vais évoquer un tout petit peu en détail la question de la rue de la Huchette qu'on a évoquée tout à l'heure en introduction. Alors, sur la tour Raspail, on mène actuellement une petite recherche qui croise à la fois une étude méthodologique qui a été commandée par la DRAC Île-de-France en partenariat avec le CAUE du Val-de-Marne, et notamment Franca Malservisi qui nous accompagne dans ce projet, et en même temps une recherche qui est menée dans le cadre de l'appel à projet Patrimoine 20e du ministère de la Culture, avec l'école d'architecture de Normandie dans laquelle j'enseigne. Je vais évoquer à travers cette étude une approche du diagnostic d'une manière un petit peu élargie et collaborative, au sens où le bâti se trouve au centre d'un très grand nombre de problématiques, et du coup la question de la réhabilitation prend une complexité qui me paraît délicate à aborder d'une manière isolée, et donc je pense qu'on a besoin de croiser les disciplines, de croiser les acteurs pour réussir à comprendre comment réhabiliter de la façon la plus adaptée le patrimoine sur lequel on intervient. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, dans le cadre de la tour Raspail, construite par René Gay-Loustet, on est face à un patrimoine d'une très très grande qualité. Pour ceux qui ont eu la chance, comme nous, de visiter ces logements, on a les yeux écarquillés quand on visite ces logements, et on voit que les habitants sont extrêmement heureux d'y vivre. Et la question derrière cette qualité, c'est que, en plus, c'est un bâtiment qui a été très bien construit. Il a un caractère patrimonial qui rend impossible toute intervention thermique par l'extérieur. Et puis, comme on est sur du milieu occupé, c'est aussi très compliqué de pouvoir isoler par l'intérieur. Alors, on s'est donc, nous, un peu poser la question de qu'est-ce qu'on est capable de faire sur un patrimoine de ce type-là. Et donc, on a commencé un peu comme ça a été évoqué précédemment, de manière un petit peu archéologique, à essayer de comprendre comment il est construit, quelle est la nature de ces murs, de ces doublages. Il y a un petit peu d'isolation dans les murs, par exemple, même si il faut aller creuser dans les plans d'archives, faire des trous dans les murs pour réussir à identifier avec précision justement ces dispositions constructives. Et puis quand on regarde aussi les plans et qu'on visite les appartements, on s'aperçoit que c'est un bâtiment aussi avec beaucoup de gaines de ventilation. Il y a des conduits chintes dans ces logements. Et quand on pousse un petit peu plus loin le diagnostic, alors on voit les conduits ici dans la partie basse du plan, hein, au centre du plan. Vous voyez que ça représente une proportion assez importante de surface. Et si on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît.
Et par ailleurs, il y a donc des gaines techniques alors qui sont représentés ici en orange. Vous avez les conduits Shunts à droite sur l'image avec le logement qui est en vert. On a représenté un logement type. Et le gros conduit qui est à gauche, c'est l'ancien conduit dans lequel on trouvait les vides ordures, avec un local qui aujourd'hui est désaffecté au rez-de-chaussée. Et par ailleurs, il y a de très grandes surfaces disponibles dans lesquelles on trouve des locaux techniques au sous-sol. Et donc, en connectant un peu tous ces espaces, on se dit qu'il y a une hypothèse intéressante d'essayer d'imaginer un dispositif de ventilation avec un préchauffage de l'air grâce à l'inertie et la chaleur fatale qui est disponible dans le bâtiment. Et notre hypothèse, du coup, c'est essayer de tester avec une expérimentation le gisement de gains énergétiques que peut représenter la ventilation. Du coup, dans ce projet, pour l'instant, on est au stade de la recherche, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que à travers la qualité particulière d'un bâti qui est attaché à une époque, à des solutions techniques et constructives d'une époque, quand on remet un petit peu ensemble différents morceaux, on peut trouver des opportunités de réhabilitation qui peuvent être intéressantes. Et par ailleurs, on peut finalement coupler à un diagnostic une dimension qui est plus proche de la recherche, de l'innovation, de l'expérimentation, puisqu'ici, il va s'agir de mettre en place un dispositif expérimental qu'on va tester pendant un mois et qui va permettre de confirmer des hypothèses qu'on a prises dans nos calculs. On peut passer à la diapositive suivante. Je vous disais tout à l'heure qu'on on peut difficilement améliorer l'isolation des murs de ce bâtiment. Donc là, vous avez les résultats d'un diagnostic énergétique qu'on a conduit, dans lequel on a considéré toutes les hypothèses imaginables pour isoler au mieux ce bâtiment. Donc vous voyez que sur le diagramme du haut qui représente les gains énergétiques, toutes les colonnes qui représentent un gain qui est de l'ordre de 20 à 30%, c'est des solutions dans lesquelles on intervient sur l'isolation extérieure, qui est complexe à mettre en œuvre, mais on ne désespère pas de réussir à en mettre une partie en jeu. Et puis, il y a toute une série de petites améliorations potentielles. L'isolation fait partie de cette deuxième série, et c'est avec les hypothèses qu'on a prises, la plus performante. Donc, évidemment, elle a quand même un intérêt. On va chercher à l'explorer. Je vais passer à la diapositive suivante. Et pour évoquer très brièvement le cas de la Huchette, alors le bâtiment de la Huchette nous a beaucoup intéressé parce que d'abord on l'a étudié en tout début de notre activité avec mon frère Grégoire, qui est justement l'ingénieur thermicien à l'agence, et on s'est demandé sur ce bâtiment ancien comment on pourrait réhabiliter ce bâti avec l'assurance de ne pas en amorcer la ruine. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question quand on intervient sur un bâti ancien comme ça? Parce qu'à Paris, on a fait beaucoup d'interventions sur des bâtiments anciens, notamment des pans de bois, et on a constaté très souvent, et je pense que tout le monde est très au courant du fait, que les enduits ciment qui bloquent les transferts d'humidité dans les parois, ils peuvent générer de la ruine. Alors aujourd'hui, on le sait, on fait attention maintenant à ne plus mettre d'enduit ciment sur du bâti ancien, mais on met des pare-vapeurs. Je pense que mettre des pare-vapeurs pour protéger des isolants en laine minérale, pour moi, c'est un petit peu du même acabit. Ça va pas forcément tendre à pérenniser le bâti sur lequel on applique ces dispositifs. On peut passer à la diapositive suivante. Dans laquelle on voit donc les deux interventions qu'on a du coup mis en place sur ce bâtiment de la rue de la Huchette. C'est d'abord un enduit hygrothermique extérieur à base de chaux aérienne et de chanvre, et un doublage intérieur à base de chaux et de chanvre. Donc c'est d'un côté un béton de chanvre à l'intérieur qui est un petit peu plus allégé en chaux et donc plus isolant, et à l'extérieur plus dense en chaux pour être en fait constituer le corps d'enduit qui est ensuite recouvert par un enduit tout à fait traditionnel qu'on a vu sur la photo précédente. Et puis dernière diapositive.
Voilà le bâtiment réhabilité. Alors, quand on a quitté ce bâtiment, en fait, il ressemblait pratiquement juste rénové à l'aspect qu'il avait préalablement. Et c'est un projet qu'on a reconduit avec Habitat Humanisme à Brunois, avec, comme l'évoquait David Javaudan tout à l'heure. Et c'est vrai que d'entendre M. Javaudan nous dire voilà, les échafaudages sont tombés, on voit le bâtiment restauré et ça fait plaisir. Eh bien, nous, on quitte en fait ce bâtiment avec quand on termine une rénovation comme celle-là, avec la certitude que ce bâtiment, il est reparti pour 50 ou 100 ans. Et c'est ce qui nous importe le plus. Alors, pardon, dernière diapositive, j'ai encore une dernière petite chose à vous montrer. C'est les bilans carbone. Je ne sais pas si elle est, Monsieur Bicheron, je ne sais pas si vous avez encore la possibilité de mettre la diapositive suivante. Alors, je n'ai pas la main sur les diapos et je pense qu'elle ne vient pas et c'est peut-être qu'elle... voilà. Ah voilà, merci. C'est simplement pour vous dire alors, que quelque part aussi l'empreinte évidemment de ce qu'on fait en tant que maître d'œuvre, elle nous préoccupe beaucoup et donc évidemment on se préoccupe des bilans carbone et donc là, vous voyez sur ce diagramme que quand on utilise des matériaux biosourcés, c'est ce qui est représenté sur la troisième colonne, on peut réussir, quand on considère le bilan global d'une opération, à réduire d'une manière assez considérable le bilan carbone. Donc, c'est simplement pour faire la pub un peu des matériaux biosourcés s'il était besoin aujourd'hui de la faire. Je vous remercie de votre attention.